Bonsoir Gérald Kierzek. Bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu. On va revenir avec vous sur l'accès aux soins en France. Les délais d'attente pour se faire soigner n'ont jamais été aussi longs. 50 jours pour décrocher un rendez-vous chez le cardiologue, 60 jours d'attente pour décrocher un rendez-vous chez le dermato et plus de 80 jours pour réussir à avoir un ophtalmo. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est normal d'attendre aussi longtemps pour se faire soigner en France? Alors, bien sûr que c'est pas normal et on comprend que des gens qui attendent plus de 80 jours, mais c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent beaucoup plus, mais il y a quand même des gens qui attendent moins. Et quand on regarde les délais médians, c'est-à-dire la moitié des Français mettent par exemple chez un généraliste moins de 2 jours. Donc là, on est quand même sur le verre plutôt à moitié plein et on voit pour la médecine générale, c'est plus correct que pour la médecine spécialisée. Ça s'explique tout simplement par le nombre de médecins qui ont été formés. Vous savez, ce fameux numerus clausus et puis après, le nombre de médecins spécialistes qui ont été formés. On a formé pas assez de médecins spécialistes et puis surtout ces médecins spécialistes, ils sont mal répartis. Donc il y a un problème quantitatif, mais il y a aussi un problème qualitatif de répartition entre la ville, l'hôpital, entre le nord de la France, le sud de la France, ces fameux déserts médicaux. Mais c'est clair que c'est inadmissible d'attendre plus de 80 jours en moyenne pour aller voir un ophtalmologiste, par exemple. Oui, alors voilà, vous parliez du délai d'attente en moyenne, mais ça peut monter beaucoup plus haut. Vous le disiez aussi, vous allez voir, nos confrères chez France 2 ont fait le test, ils ont essayé de décrocher un rendez-vous chez l'ophtalmo. Parcours du combattant. À Saint-Avold, en Moselle, 2 mois d'attente. Mardi 4 décembre. Mardi 4 décembre. Bien plus long à Chalon-sur-Saône. Maintenant, nous donnons des rendez-vous pour le mois de mai. Encore pire à Douai, dans le Nord. Je n'ai plus de place avant 2020. Vous n'avez plus de place avant 2020? Voilà. 15 mois d'attente. Et ici, au Havre, dans ce cabinet, c'est 2 ans et demi d'attente. 2 ans et demi d'attente. On marche sur la tête, Gérald Kierzek? Oui, 2 ans et demi, on marche sur la tête. Alors, il y a les délais moyens et puis ça, c'est pour des rendez-vous de contrôle ou des premiers rendez-vous. En revanche, on voit que les médecins libéraux font des efforts et dans cette enquête du ministère de la Santé, il était très clairement dit que si vous aviez besoin d'un rendez-vous en urgence ou pour une aggravation d'un symptôme ou pour l'apparition d'un symptôme, eh bien, les confrères ou les consoeurs jouaient les jeux et les délais descendaient. En revanche, 2 ans et demi, il est clair que ça, ce n'est pas possible. C'est quoi les solutions? Alors, l'exemple d'ophtalmologie est un bon exemple parce que les ophtalmologistes se sont organisés il y a déjà un certain nombre d'années. Alors, manifestement, c'est pas suffisant dans certaines régions, mais pour pouvoir déléguer un certain nombre de tâches. Et on voit très bien que les ophtalmologistes, ils font des contrôles de vue comme ils font de la chirurgie. L'ophtalmologiste, pour faire de la chirurgie, on a besoin d'un docteur en médecine, d'un chirurgien ophtalmologiste. En revanche, pour un contrôle de vue, par exemple, ou pour de la rééducation, eh bien, ils se sont adjoints les services d'orthoptistes. Et ce sont des paramédicaux, un peu comme des infirmiers ou des infirmières. Et les orthoptistes sont capables de faire beaucoup de choses à la place ou en complémentarité des ophtalmologistes. Et il n'est pas rare, et ça, c'est une solution d'avenir, que les ophtalmos, il y ait un ophtalmo dans le cabinet et puis qu'il y ait des orthoptistes de façon à ce qu'il y ait une complémentarité et que vous ayez des rendez-vous beaucoup plus rapides. On parle aussi effectivement des opticiens qui pourraient faire des consultations. Le risque, c'est pas d'avoir des soins un peu moins qualitatifs quand même? Alors, il faut que ça se fasse sous la responsabilité médicale. C'est-à-dire qu'il est clair que les problèmes de vue, on sait très bien que l'œil, c'est pas qu'un problème d'œil. L'œil, c'est un problème de médecine, c'est parfois une pathologie. Le diabète, on sait très bien que ça va attaquer l'œil et on sait très bien que si vous n'avez pas des contrôles réguliers, eh bien, c'est une perte de chance. Donc il est capital que ça soit l'ophtalmo qui supervise. Mais on peut très bien imaginer sous délégation de l'ophtalmologiste, du médecin, les orthoptistes, éventuellement les opticiens pour des contrôles de lunettes. Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois que l'opticien a une anomalie ou l'orthoptiste a une anomalie, il puisse tirer la sonnette d'alarme et avoir accès, vous puissiez avoir accès rapidement à l'ophtalmologiste. Alors, dans la pénurie de médecins, vous parliez vous-même la problématique des déserts médicaux. En gros, plus on habite loin d'une grande ville, plus c'est compliqué d'avoir un accès rapide aux médecins. On sait aujourd'hui que ça ne concerne pas seulement les campagnes, mais aussi les périphéries des grandes villes, et ça concerne énormément de communes. Mais même des grandes villes. Enfin, il y a récemment une enquête qui a été proposée par le Figaro, publiée aujourd'hui, qui montre qui reprend les chiffres du ministère de la Santé. Bien sûr, plus de 11 000 communes, et pas que des petites communes. On imagine le désert médical en campagne, mais ça peut être des banlieues, ça peut être des grandes villes, avec un problème d'attractivité. Le mot-clé, c'est l'attractivité. Comment vous faites pour motiver des médecins à venir dans ces endroits-là? Et c'est un problème qui dépasse largement la médecine. Quand vous n'avez plus d'école, quand vous n'avez plus de poste, par exemple, plus de service public, vous n'allez pas motiver un jeune médecin, par exemple. Vous allez d'autant moins le motiver que ce jeune médecin, il n'aura pas les services pour sa famille, mais surtout, il va se retrouver dans cet endroit. Il sait que s'il s'installe à 25 ou 30 ans, il va avoir 40 ans de carrière à passer dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de passerelle possible. Et ça, c'est un vrai problème en médecine. Ça pourrait être une des solutions, la passerelle entre deux professions de spécialisation, par exemple. Il est fondamental qu'un médecin généraliste puisse, au cours de sa carrière, changer, aller enseigner à la faculté, aller travailler à l'hôpital, ou à contrario,
un médecin hospitalier puisse, au bout de 20 ans de médecine hospitalière, d'urgence par exemple, puisse aller faire de la médecine générale. Il suffit qu'il y ait des unités de valeur, qu'il aille se former et qu'on ait ces passerelles-là. Or, en France, on a un système qui est complètement figé avec un mode d'exercice. Vous êtes en libéral, vous êtes sorti de l'hôpital. Vous êtes spécialiste, vous ne ferez que votre spécialité. Vous êtes généraliste, vous ne ferez que de la médecine générale. Il faut à tout prix cette flexibilité, c'est fondamental. Et là, ça redonnerait de l'attractivité. L'autre chose, c'est les hôpitaux. On ne peut pas laisser un médecin tout seul dans un endroit alors qu'il y a tous les hôpitaux qui ferment. Donc un hôpital de proximité, ça permettrait d'avoir une complémentarité dans le territoire, que le médecin généraliste puisse passer un coup de fil au radiologue ou au médecin hospitalier, éventuellement à y prendre quelques gardes, bref, que tout ça soit flexible. Est-ce que les mesures coercitives pourraient avoir un effet? Je pense à ce que fait l'éducation nationale avec des profs, finalement imposer des zones d'installation pour des jeunes médecins. Alors la coercition, ça ne fonctionnera pas. Comment voulez-vous motiver? On parle d'humanité, on parle de relations empathiques. Vous savez très bien qu'un médecin ou un chirurgien, il faut qu'il y ait aussi de la relation humaine. Il y a de la technique, mais il y a de l'humanité. Cette humanité, si vous prenez quelqu'un et que vous lui mettez un pistolet sur la tempe en lui disant « va t'installer à tel endroit », comment voulez-vous qu'il soit motivé? Et surtout, il ne restera pas. Regardez les médecins étrangers. Il y a des communes qui dépensent des milliers d'euros pour aller chercher des médecins à l'étranger. Ces médecins restent 4-5 ans et au bout de 4-5 ans, ils partent. Pourquoi? Parce que c'est intenable, parce qu'ils sont tout seuls, parce qu'ils se disent « je ne vais jamais tenir 30 ans ». Donc il faudrait au contraire rendre de l'attractivité, de la mobilité, et là on pourra motiver. Est-ce que la problématique de la lourdeur administrative joue aussi? J'entendais un médecin qui disait c'est quand même dommage de faire 12 ans d'études pour passer 1 heure par jour à faire de la paperasse. C'est vrai, c'est problématique. Oui, alors il y a de la paperasse, ça c'est sûr, mais c'est pas le problème de faire la paperasse, parce qu'il y a des secrétaires, il y a des assistants médicaux là, dans le nouveau plan santé. C'est un problème de temps, mais c'est surtout un problème de rôle du médecin. C'est-à-dire que le médecin, il est là pour examiner, il doit prendre du temps. Or, on voit bien que dans le système actuel, que ce soit à l'hôpital, avec une tarification à l'activité où il faut faire du volume, ou même en libéral, on n'a plus le temps de faire les choses. Il y a des endroits où il y a trop de médecins, en revanche. Alors oui, il y a une mauvaise répartition. Je parlais de mauvaise répartition qualitative. On sait très bien qu'on a trop de médecins, ou en tout cas beaucoup de médecins, une densité importante dans le sud de la France. C'est ce qu'on appelle l'héliotropisme, l'attrait du soleil. Et puis c'est vrai qu'il y a une population vieillissante, donc il y a une patientèle qui est importante et il y a une forte demande. Mais c'est clair qu'on manque de médecins dans certaines zones, plutôt les déserts, plutôt les campagnes, plutôt le nord de la France ou la périphérie des villes, alors que dans le sud, on en a beaucoup. Et puis dans certaines spécialités, il y a parfois trop de médecins également. Alors, dans les solutions proposées, il y a l'essor de la télémédecine. Confier sa santé à finalement la nouvelle technologie, est-ce que ça, c'est une bonne piste? Alors, je souris, sur la télémédecine, parce que c'est un peu présenté comme la solution miracle. Or, on voit bien que la médecine, je vous parlais d'humanité, c'est une relation humaine, la médecine. Et donc, allez imaginer qu'une cabine de télémédecine qu'on va parachuter dans un village en disant, voilà, vous allez rentrer dans la cabine, ça va vous prendre la tension artérielle, etc. Et puis, ça télétransmettra un médecin en France ou pas en France, d'ailleurs. Ça, on ne sait pas bien. Enfin, c'est pas une solution, c'est une régression. Donc, autant dans certains villages, il n'y aura plus de médecins pour remplacer, mais on peut imaginer que les pharmaciens, par exemple, les infirmiers ou les infirmières, on sait que les pharmaciens, par exemple, il y a un maillage territorial. Il y a une pharmacie pour 2500 habitants en France. Eh bien, appuyons-nous sur ces professionnels avec de la télé-expertise. C'est ça, la télémédecine. C'est un peu différent de la télémédecine. Mais oui, la télé-expertise, ça veut dire qu'on est accompagné quand même par un professionnel de santé qui pourrait être un pompier, un pharmacien, sont effectivement partout sur le territoire. Un pharmacien, un infirmier qui sera sur le territoire, qui sera à vos côtés, et puis un médecin qui sera en télé-expertise à distance. Et là, on a une relation médicale de qualité. Mais la télémédecine, je dis souvent, c'est la technologie qui doit être au service de la médecine et pas la médecine au service de la technologie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en plus de fuite de données très confidentielles quand même sur sa santé? Alors, ça c'est clair, on nous parle de télémédecine, en disant c'est un peu la panacée, la solution miracle, etc. Il y a des solutions de prise de rendez-vous par exemple. Mais où vont les données? Parce que Doctolib, vous pensez aux applications? Oui, mais je pense à ça en particulier parce que ces applications, elles ont rendu beaucoup de services, elles rendent des services pour trouver un médecin disponible, etc. Mais attention quand même à ces données, ces data comme on appelle, parce que c'est une société française, c'est à peu près sécurisé. Mais imaginez la société rachetée par une boîte américaine. Les normes ne sont pas du tout les mêmes. Ils auront plein d'informations sur nous. Et oui, et ce qui est capital, le modèle économique, comme disent les Américains, c'est la donnée de santé. C'est ça qui est important. Vous allez consulter chez un urologue ou un cardiologue ou un cancérologue. Imaginez, cette data, elle est importante. D'abord, pour certaines entreprises qui vont vous proposer des services, vous allez me dire pourquoi pas, mais surtout, imaginez un cancérologue, imaginez un assureur qui tombe dessus ou votre employeur. Merci Gérald Kierzek. On suivra toutes ces évolutions de près. Je rappelle le titre de votre livre, Ayez les bons réflexes, c'est aux éditions Fayard. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission qui revient sur la présidentielle au Brésil. Qui est celui qu'on surnomme le nouveau Trump brésilien? Le candidat d'extrême droite est aux portes du pouvoir. Tout de suite, c'est dans l'air, ne bougez pas.